Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du dossier de Stablex en ce 1er avril. C'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment une discussion sur Stablex afin de mieux vous faire comprendre la situation de cette usine de traitement de déchets toxiques en provenance du Québec, des provinces maritimes, je présume, et de l'Ontario, mais aussi en provenance des États-Unis. Rappelons que le chiffre réel des tonnages importés n'est pas clair. Selon l'entreprise, on parle de 17 % en provenance des États-Unis. Selon Martine Ouellette, une ancienne ministre du cabinet péquiste de l'époque, ce serait 50 % du volume d'affaires de Stablex qui se retrouverait, qui proviendrait des États-Unis. Cela étant dit, c'est sur ce fond que nous allons discuter. Dans une première analyse, ce qui est important de comprendre, c'est comment l'entreprise est arrivée au Québec. Le gouvernement du Québec, dans les années 80, a créé une espèce d'aide-mémoire sur les endroits où on pourrait traiter des matériaux toxiques et les endroits où on pourrait les entreposer. Il y a 9 municipalités qui ont été ciblées, principalement dans la couronne nord de Montréal. Et Mascouche et naturellement Blainville faisaient partie des 2 villes qui étaient visées par Stablex, curieusement, quelques mois après la parution de ce document. Pourquoi Mascouche? Parce que, comme vous le savez, non loin de là, il y a un site d'enfouissement qui avait été opéré à l'époque par BFI, qui avait vu le jour anciennement avec des propriétaires privés, mais une compagnie américaine l'a acquis. Et André Lafrance, celui qui vous parle, avait découvert qu'à un certain moment donné, la ville de Laval s'apprêtait à déverser 440 000 tonnes de déchets résidentiels et commerciaux, sauf les matériaux secs, dans le site d'enfouissement de la Chenette, créant ainsi une gravissime problématique environnementale. Si on parle de ce site-là, on doit comprendre que au cours des années, le gouvernement du Parti québécois et du Parti libéral a augmenté le volume, a permis de continuer le site d'enfouissement de la Chenette. Cela étant dit, à Mascouche, il existait déjà ce qu'on appelle le vidangeur de Montréal, qui était au bout de la montée du Mai et au début de ce que les gens connaissent dans le coin comme la cabane ronde à Mascouche. Montée du Mai à la Chenette, cabane ronde à Mascouche. C'était à côté des terres d'un monsieur Brocard. Sur cette terre, on y retrouvait carrément un lac de BPC. On avait littéralement déversé des BPC dans un trou béant. Pourquoi on avait choisi ces 2 sites-là? À cause, prétendument, de leur sol argileux. Dernièrement, on apprenait dans le journal La Presse que l'entreprise qui est maintenant exploitée pour les terres contaminées, parce qu'il y a une entreprise pour de terres contaminées qui s'est établie au même endroit du vidangeur de Montréal. On va revenir avec ce site-là un peu plus tard, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle Écolosol qui a été créée par Normand Trudel, dont les partenaires d'affaires étaient des gens qui avaient été nommés à la commission Charbonneau. Ce site de terre contaminée se retrouve juste à côté aussi des bassins d'épuration de la ville de Terrebonne puis de la ville de Mascouche. Le site de terre contaminée, il est voisin des terres familiales chez nous. Le lot 110 à Mascouche, puis si je ne me trompe pas, le lot 174 au niveau de Terrebonne et 168. Donc, il y avait plusieurs lots qu'on était propriétaires autour de ce site-là. Quand le site s'est créé, ils ont fait des opérations qui ont inondé une partie de nos terres. On va revenir là-dessus parce que ce qui est important, c'est de comprendre l'historique. Pour comprendre Stablex, il faut comprendre l'historique autour de Stablex. C'est pour ça qu'on ne vient pas à Stablex tout de suite. Donc, naturellement, ça crée une zone humide. On va revenir à la zone humide aussi. Et la CMM, qui n'est pas en reste, crée une espèce de document dans lequel on parle d'un corridor forestier qui se retrouve précisément sur notre terre. Parce que tous les arbres qui se retrouvaient sur la terre de M. Brocard, qui est devenu éventuellement Écolosol, ont tous été rasés, malgré le corridor forestier. Et les politiciens, en fait, c'est le Parti québécois qui a favorisé la venue d'Écolosol.
Le Parti québécois qui, même aujourd'hui, essaye de dire aux gens que c'est donc épouvantable ce qui se passe à Blainville. Mais qui a créé la problématique environnementale à Terrebonne? La chenille qui est devenue Terrebonne, bien, c'est le PQ. Qui a créé cette problématique des terres contaminées à Mascouche? Voisin de Terrebonne, voisin de la Chenille, bien, c'est encore le Parti québécois. C'est tout le Parti québécois qui a participé à ça avec son député Yves Blais, dont le nom maintenant apparaît dans une des rues de l'est de la Chenille, qui est maintenant à l'est de Terrebonne, où on retrouve l'hôpital Le Gardeur. À côté de l'hôpital Le Gardeur, il y a ce immense site d'enfouissement où il y a des montagnes maintenant de déchets, des biogaz qui sont générés et de l'eau de lixiviation qui est traitée dans l'usine d'épuration. Suite à notre combat important de citoyens, ce qui s'est passé, c'est que, imaginez, l'entreprise a créé un musée des vidanges qui s'appelait Mobius. Un musée des vidanges, rien d'autre, et on attirait les enfants dans des autobus scolaires à ce musée des vidanges. Un vrai scandale. Et tout ça avec l'appui du député Yves Blais et du maire de l'époque, Marcel Terrien, et du préfet de l'époque, Irénée Forgette, et des maires successifs de l'époque, M. Patnaud et M. Richard Marcotte. Tout ça, ça s'est fait dans cette toile de fond-là qui va nous amener éventuellement à Stablex. Au début des années 80, que se passe-t-il? C'est là qu'on a ce fameux mémoire avec les 9 sites possibles pour des terres contaminées ou la contamination ou pour déposer des matériaux toxiques. Pourquoi? Parce que toute la plaine de Montréal, en fait les alluvions de la mer de Champlain, qui sont au nord et au sud de Montréal, contiennent ce qu'on appelle de la glaise, de l'argile. Cette argile-là est perméable, mais très faiblement. Qu'est-ce qu'on apprend dans la presse, que je vous disais tantôt par rapport au vidangeur de Montréal qui est devenu Écolosol, puis suite à la commission Charbonneau, comme vous le savez, Normand Trudel a vendu ses actifs dans Écolosol à une entreprise de Trois-Rivières. Qu'est-ce qui est advenu avec ce site-là? C'est qu'on apprend dans un article de la presse qu'il y aurait probablement une contamination de la nappe phréatique. Ce qui veut dire que malgré les toiles géotextiles, malgré la couche de glaise, les eaux souterraines seraient probablement contaminées dans cette région. C'est une chose qui reste à déterminer. Donc, dans les années 80, ce qui s'est passé, c'est que le ministre de l'époque péquiste, Marcel Léger, a ordonné ce qu'on appelle un bureau d'audience publique, communément appelé le BAP, pour entendre les citoyens sur le projet de Stablex. Stablex, c'est une compagnie américaine qui est établie aussi en Angleterre, qui traite des matériaux toxiques. D'où proviennent ces matériaux toxiques? Ce sont les résidus de toutes les usines qui fabriquent, qui ont des procédés de fabrication qui amènent à des résidus de matériaux toxiques. Donc, il y a une entreprise qui s'est installée pour gérer ces matériaux toxiques qu'avant on mettait dans la nature, comme les BPC qu'on voyait au vidangeur de Montréal, ou qu'on faisait littéralement brûler. La planète a quand même survécu à tout ça. Il n'y a personne qui en est mort. Mais il fallait faire de l'argent avec ça, puis trouver un moyen de soutirer un peu plus de l'argent aux citoyens dans l'achat de leurs produits, parce que dans l'achat d'un produit que vous achetez, n'importe lequel, ben, il y a un processus industriel qui crée des matériaux toxiques. Donc, c'est une autre manière d'augmenter le prix des produits en permettant à un autre tiers de faire de l'argent. Donc, Stablex propose une technologie qui va être analysée par le Bureau d'audience publique des années 80, dans lequel on prétend que le produit issu qui s'appelle le Stablex, du nom de l'entreprise, sera un produit inerte qui pourrait même être utilisé pour la fondation des routes. Le ministère de l'Environnement du Québec va émettre une réserve, va dire non, pour le moment, on va créer un espace pour enfouir ça. Mais comment s'est décidé le choix de la ville? Mascouche, en fait, les citoyens de Mascouche, de Terrebonne puis de la Chenille se sont vivement opposés au projet de Stablex, qui avait été prévu au nord de Mascouche, pas loin du boulevard Sainte-Marie ou Saint-Henri, pour ensuite être amené proche du vidangeur de Montréal, qui, curieusement, après, va servir à Écolosol.
pour entreposer des terres contaminées en provenance un peu partout autour du Grand Montréal. On va revenir à École-au-Sol, parce que ça, c'est important. C'est ça qui est le plus important, puis je suis tellement au cœur du débat que je le comprends bien. C'est pour ça que je le comprends bien. Donc, on va créer une entreprise qui s'appelle Stablex à Blainville. Pourquoi? Parce que Mascouche l'a clairement refusé, puis que ça ne faisait pas partie des discussions au niveau du bureau d'audience publique en environnement. En fait, c'était simplement la ville de Blainville. Les élus de la ville de Blainville à l'époque avaient vu une opportunité d'affaires. Créer une entreprise, créer des emplois, mais surtout une sortie d'autoroute sur l'autoroute 15 qui allait mener sur un futur boulevard urbain, soit dit en passant, résidentiel, pour créer ce boulevard des Seigneurs et cette sortie d'autoroute. Donc, c'est pour l'amour d'une sortie d'autoroute que les élus de Blainville ont accepté l'inacceptable, soit de faire venir Stablex à Blainville. Il y a eu une vive opposition citoyenne qui a été facilement écrasée par les autorités municipales et masquée par le gouvernement du Québec. Donc, Stablex va s'établir dans les années 80 à Blainville, avec l'historique qu'on connaît aujourd'hui. Il y aura un site de dépôt du Stablex, non loin de l'usine, qui avait été choisi par le gouvernement du Québec à l'époque. Tout ça vient du gouvernement du Québec puis de nos élus, là. Péquistes, libéraux, tout ça a été décidé par ces gens-là. Donc, on va entreposer ces sols-là dans des cellules, on va creuser, jusqu'à un certain point d'être obligé de retirer de la glaise. On va retirer une partie de la glaise, puis on va être pris avec cette glaise-là. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la glaise? Bien, parlez-en à n'importe quel développeur. Quand vient le temps de se débarrasser de la glaise, quand il creuse une fondation, par exemple, à 20 mètres, il y a de la difficulté à trouver des agriculteurs qui sont prêts à accepter ça sur leur terre agricole. Donc, ils se retrouvent dans des sites qui reçoivent des matériaux secs. Et ils doivent payer une fortune pour se débarrasser de la glaise. Il y a eu probablement une accumulation de glaise, en fait, d'argile sur le territoire qui avait été prévu pour l'enfouissement. Ça va nous amener au fait que l'entreprise prétend qu'elle n'est plus capable d'entreposer d'ici 2 ans. D'où la prétendue urgence de la situation. Revenons à Mascouche. Pourquoi on revient à Mascouche? Parce que nos élus provinciaux sont un peu hypocrites. À cette époque, on va parler des années 2000, autour de 2015-2017, le conseil municipal de Mascouche prend la décision de fermer l'aéroport de Mascouche que tous connaissent pour être au carrefour de l'autoroute 25 et 640 sur le territoire de Mascouche, ce qui est un résidu de terrain qui avait été exproprié par le ministère des Transports pour en faire l'autoroute puis l'échangeur de l'autoroute que vous connaissez actuellement. Excusez-moi. Donc, sachant ce fait et le fait que j'avais moi-même ouvert un aéroport à Saint-Bernard-de-la-Colle, je me suis dit, quelle bonne idée d'ouvrir un aéroport à Mascouche et à Terrebonne. Mais avant de parler de ça, on va parler de la municipalité. Parce que ça, c'est important, qu'est-ce qui s'est passé avec l'aéroport de Mascouche. Les gens de la ville de Mascouche, en fait, les élus, ça avait commencé avec, non, pas Normand Trudel, mais plutôt avec Richard Marcotte, puis avec le nouveau maire qui était un ancien candidat péquiste. Parce que c'est un royaume péquiste, la Rive-Nord. Hein? C'est vraiment un royaume bleu. Bleu pâle. Royaume du PQ. Donc, le nouveau maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, qui fait partie de la CMM, puis qui collecte des gros salaires à faire pas trop grand-chose comme élu, en fait, on ne sait pas trop à quoi servent leurs prestations, ont eu la bonne idée de finalement donner droit à la position de Richard Marcotte. Il avait promis qu'il préserverait l'aéroport de Mascouche, mais il ne la préservera pas et va annoncer sa fermeture définitive. Je pense que c'est le 15 novembre 2017. Date emblématique. Hein? Le 15 novembre, c'était une date emblématique pour les péquistes, le 15 novembre. Toutes les 15 novembre est une date emblématique pour tous les péquistes de ce monde. Donc, les pilotes se retrouvent avec plus d'aéroport, mais une compensation prévue par la ville de Mascouche de 3 millions de dollars
en vertu d'un protocole d'entente signé avec les pilotes. Mais où vont-ils trouver ce terrain? C'est là que me vient l'idée de créer l'aéroport. Parce que je savais qu'à un certain moment donné, le ministère des Transports changerait les règles du jeu. Le ministère des Transports fédéral, parce que n'oublions pas, l'aéronautique est exclusivement fédérale, changerait les fameuses règles du jeu pour l'établissement d'un aéroport. Donc, finalement, j'offre aux pilotes le droit aérien que j'avais réussi à obtenir sur mon territoire à Terrebonne, à côté de l'usine, une usine qui appartenait à des gens qu'on connaît bien du Parti libéral du Québec, l'usine de Saramac, qui fabrique du précontraint, des murs préfabriqués, et à côté du site d'enfouissement de terre contaminée, d'un côté, puis un peu plus loin, des bassins d'épuration. Un secteur de rêve, quoi. Mais, rappelez-vous, la CMM avait qualifié ma terre comme étant un lieu propice, en fait, en soi, parce qu'elle faisait partie du corridor forestier qu'on avait permis la destruction pour le site d'enfouissement de la Chenay, pour le site de terre contaminée de Mascouche. Alors, quand ils ont su que le ministre des Transports, parce qu'on va couper l'histoire un peu plus courte, le ministre des Transports, M. Garneau, décide de nous octroyer l'autorisation de faire l'aéroport, mais va nous imposer une consultation en vertu d'une loi qui n'est même pas encore adoptée, mais le ministre a ce pouvoir. On fait la consultation, le ministre autorise, donc la Ville apprend que nous faisons ce fameux projet d'aéroport sur 2 pistes. Une piste nord-sud, une piste est-ouest, principalement 2911, qui était notre piste ouest, la piste la plus favorable au vent dominant. Mais qu'est-ce que la Ville de Mascouche va décider de faire? Une requête en injonction pour faire cesser les travaux, basée sur quoi? La présence de milieux humides, puis deuxièmement, le corridor forestier. La Ville de Mascouche, à ce moment-là, qui est couverte par un député caquiste, critique en environnement, décide de s'objecter au projet lui-même. Et ce député caquiste, on sait que l'historique du François Legault, c'est l'aéronautique. Donc, c'est un non-sens de vouloir détruire l'aéroport le plus utilisé au Canada. Puis, en ce faisant, la Ville évitait de payer 3 millions aux pilotes si on réussissait à bloquer le projet. Mais à quel coût? Donc, la Ville, on ne sait pas combien elle a investi, mais probablement des centaines de milliers de dollars, le gouvernement du Québec aussi, dans la lutte contre l'aéroport, le nouvel aéroport qui était sur les terrains chez nous, qu'on avait vendu à l'Association des pilotes, dont on demeurait propriétaire de 2 terrains pour y installer des hangars. Ce faisant, l'Assemblée nationale, rien de moins que ça, avec ses 125 députés, va adopter une résolution unanime basée sur ce principe des milieux humides et du fait qu'il y a un corridor forestier que la CMM veut protéger. Vous allez voir, on va revenir à Stablex tantôt, vous allez tout comprendre, le jeu politique hypocrite dans tout ça. Et la CMM va en faire de même, va adopter une résolution unanime contre le projet d'aéroport à Mascouche. Donc maintenant, vous comprenez la dynamique autour du gouvernement du Québec qui prétend vouloir protéger les milieux humides puis le corridor forestier. Mais à l'est de la Chenay, où est le Costco actuellement, le concessionnaire BMW puis des centaines d'appartements, c'était l'une des plus grandes zones humides de l'est de Montréal. Protégée, en fait reconnue par Dock Unlimited, qui a accepté, moyennant une protection d'une partie du territoire, de cesser le combat, puis de laisser la construction domiciliaire, puis d'enterrer toutes ces terres humides-là. D'ailleurs, le ministère des Transports avait même créé une zone humide à la sortie d'autoroute pour ce secteur-là. Je pense à la sortie des Patriotes, si je ne me trompe pas. Alors, le ministère des Transports qui a créé cette zone humide-là l'a éliminée. Moi, la mienne avait été créée par les travaux qui avaient été faits par la compagnie Écolosol. Mais ça, il ne fallait pas les éliminer, ces milieux humides-là, si minimes soient-ils. Il ne fallait pas éliminer la forêt qu'on avait éliminée tout autour de chez nous, soit par l'agriculture, soit par une carrière, une sablière, soit par le site d'enfouissement, soit par les bassins d'épuration des eaux ou encore le site de terre contaminée.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui est au cœur du débat de la mairesse hypocrite? Excusez-moi de vous dire le mot, mais hypocrite de Blainville, Mme Lisa Poulin. Ce qui est au cœur du débat, c'est l'environnement. Ce même environnement qui était au cœur du débat à Mascouche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement du Québec qui investit des tonnes d'argent dans la procédure à Mascouche, la ville de Mascouche aussi, et le gouvernement fédéral qui protégeait les pilotes, la ville a perdu l'injonction devant la Cour supérieure du Québec. Il y a eu un appel, mais après ça, il y a eu un deal où les pilotes, à bout de souffle au niveau financier, ont accepté l'offre de la ville de prendre le 3 millions pour aller ailleurs. On va apprendre aujourd'hui qu'ils ne sont jamais allés ailleurs, mais qu'est-ce qui s'est passé du 3 millions promis par la ville? Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on a été payé pour la terre agricole, qui est maintenant, semble-t-il, la propriété de la ville de Mascouche, en partie. Donc, que se passerait-il avec nos terres? J'en ai aucune idée. Mais si on vient à Blainville, puis on comprend la problématique, c'est qu'il y a des nombreux industriels puis commerçants qui subissent à tous les années les contre-coups de cette usine-là quand il y a une problématique environnementale dans leur usine. Il y a des fermetures partielles temporaires qui s'effectuent de façon régulière. Il y a la création d'une problématique au niveau des odeurs puis des particules qui se promènent dans l'air dans lesquelles on ne sait pas trop ce que ça contient. Il y a le fait que l'entreprise s'auto-régule et décide de faire ses propres analyses. Semble-t-il que le ministère de l'Environnement en fait, mais selon un citoyen qui est venu devant le conseil de ville, on apprend qu'il y aurait probablement l'écoulement de résidus toxiques. Mais on va revenir au Stablex. Comment ça se fait que le Stablex, encore aujourd'hui, doit être entreposé alors que c'était censé être un matériau inerte? Pourquoi? Parce qu'il est qualifié par l'Assemblée nationale même de produit toxique. Donc, le Stablex, c'est le remplacement d'un produit toxique par un autre produit toxique. C'est rien d'autre que ça. Qu'est-ce que la mairesse nous dit? Bien, elle ne nous dit pas tout. Ce qu'elle ne nous dit pas, c'est que la Ville aurait proposé le terrain convoité par le gouvernement du Québec par le projet de loi 93 pour le vendre à Stablex, pour l'éliminer de la proximité des résidences qui sont à peu près à 300 mètres. Mais pourquoi il y a des résidences à 300 mètres? Bien, à cause de l'inertie des élus municipaux, dont ceux de Blainville. Comment se décide un schéma d'aménagement d'une municipalité? Comment se décide la réglementation? Comment on va urbaniser la municipalité? Qu'est-ce qu'il va y avoir à tel endroit ou à tel autre endroit? C'est par le biais d'un schéma d'aménagement qui est décidé par la MRC qui comporte tous les villes de la MRC, incluant Blainville. Donc, Blainville est au cœur des débats de la MRC pour l'aménagement de son propre territoire. Elle va faire des représentations puis des pressions pour pouvoir prévoir certaines choses à certains endroits sur son territoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Blainville est parfaitement au courant de ce qu'elle fait quand elle permet le développement résidentiel qui s'était déjà amorcé dans les années 80. La Ville savait pertinemment que de faire venir ça, ça créerait un problème éventuellement. Mais non seulement ça, elle va recommander à la table des maires d'adopter le schéma d'aménagement qui va prévoir un secteur résidentiel pas loin des cellules actuelles. Alors qu'avant, il n'y avait rien. Les développeurs, eux autres, pas plus fins, vont construire autour de ça, puis les citoyens qui ont acheté pas plus fins vont décider d'acheter autour de ça, puis aujourd'hui de s'en plaindre. De ça, mon intervention, de vous dire, quand vous achetez une propriété, prenez le soin de regarder ce que vous avez autour de chez vous au lieu de vous plaindre par la suite d'une problématique environnementale. On ne s'installe pas à côté d'une carrière. On ne s'installe pas à côté d'un site d'enfouissement. On ne s'installe pas à côté de Stablex. Mais la Ville, c'est la Ville qui a permis le problème. Donc, qui est responsable en première analyse? C'est la Ville. Puis aujourd'hui, la Ville veut offrir un terrain ailleurs, mais à un moment donné, suite aux pressions populaires puis au nouveau BAP qui avait été fait sur la nouvelle cellule numéro 6, la Ville va décider de retirer son offre. C'est ce qui m'a été rapporté. J'attends les documents. J'ai fait une demande d'accès à l'information sur ce sujet dont je n'ai pas eu encore de réponse. Mais ce qui m'a été rapporté, c'est ce fait-là. Mais aussi, on l'entend de Mme Labrie, une députée de Québec solidaire, qui le dit clairement et nommément que ce terrain-là avait déjà été offert. Mais pourquoi on se retire de ça? Parce qu'il y a des qualités environnementales, tourbières, corridors forestiers, milieu humide.
Même chose qu'à Mascouche. Donc, les élus qui se battaient pour ça à l'époque, du PQ, de tous les partis politiques, aujourd'hui, sont devenus favorables à ça. En fait, entre autres, ceux de la CAQ. Les élus péquistes puis libéraux puis Québec solidaire sont simplement opportunistes dans cette affaire-là. Ils ont vu la problématique d'acquisition d'une terre, puis ils ont voulu protéger quelque chose qui, pour moi, n'a aucun sens, l'autonomie municipale. Quand vient le temps de faire des grands chantiers, le gouvernement du Québec a la main haute sur tous les grands chantiers, que ce soit les autoroutes, que ce soit le chantier de la baie James, c'est le gouvernement du Québec qui décide. Puis il n'y a jamais personne qui a critiqué ça, à part, comme on le sait, les Cris dans le nord du Québec puis les Inuits, qui eux autres l'ont critiqué et ont obtenu des compensations sérieuses. Mais ici, au sud, là, c'est le gouvernement du Québec qui décide d'acquérir un terrain qui est situé dans le corridor forestier, où on a identifié des zones humides sur la carte des zones humides du Québec, et une tourbière. Alors qu'il défendait ce principe-là à Mascouche, de façon tout à fait hypocrite, pour pouvoir sauver 3 millions à la ville de Mascouche. Ici, on a le gouvernement du Québec qui se transpose en acheteur de terrain pour permettre à une entreprise, pas de contourner les règles environnementales, parce qu'on leur a permis d'entreposer des matériaux toxiques pendant 40 ans, parce que ça fait 40 ans, rappelez-vous, on a ouvert dans les années 80. Donc, il y a une hypocrisie ici de parler d'environnement, parce qu'on sait très bien qu'on a voulu détruit des milieux humides à l'est de Lachenay, à côté de l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. On a construit des condos, le Costco, tout le centre d'achat que vous voyez là, puis de l'autre côté de l'autoroute 40, on a construit un concessionnaire BMW, puis un paquet de condos, puis un paquet de commerces. Donc, en quelque part, il y a une hypocrisie de la part du gouvernement, puis une hypocrisie de la part de nos élus qui n'ont pas dénoncé la seule chose qu'ils auraient dû dénoncer. C'est l'avènement des produits toxiques en provenance des États-Unis qu'on ne devrait pas traiter chez nous. Pas parce qu'on n'aime pas les Américains, parce que les Américains devraient traiter chez eux leurs propres ordures. Parce que c'est pas environnemental, puis c'est contre les GES de transporter 400, 500, 1000 km des produits toxiques pour venir les faire traiter dans une province canadienne. Ça n'a rien à voir avec le débat commercial de Donald Trump. On pourrait le présumer qu'on pourrait les haïr à cause de ça. Mais les Américains devraient prendre la gestion de leurs propres ordures, comme actuellement le Maine déverse une grosse partie de ses bouts d'usines d'épuration sur les terres agricoles du Québec, connaissant que ça contient des PFAS, des métaux lourds, etc., puis des PFOS. D'ailleurs, le gouvernement du Québec s'apprête à changer la réglementation pour mettre ça beaucoup plus sévère. Parce qu'il a vu le problème qui s'est produit au Maine, qui a décidé d'interdire ça sur ses terres agricoles. Donc, l'usine, dans sa présentation, est en train de nous dire qu'ils vont traiter les eaux autour du site, qu'ils vont faire des prélèvements sous la glaise. Mais pourquoi faire des prélèvements sous la glaise alors qu'elle est censée être imperméable? Parce qu'il y a un de leurs représentants qui a reconnu leur perméabilité. Là, on va rejeter ça dans les ruisseaux, cette eau-là va être traitée, mais elle va se retrouver finalement dans les égouts de la ville par la suite au traitement de la compagnie, dont on ignore le véritable processus de décontamination. Donc, si on englobe tout ça, le vrai cœur du débat, c'est pas de trouver un terrain pour enterrer le Stablex, c'est de régler le problème d'importation des déchets en provenance des États-Unis, ce qui augmenterait par conséquent la durée de vie de la cellule actuelle. Elle serait toujours à 300 mètres, mais ce sont les citoyens qui ont décidé de s'établir là. C'est la ville qui a décidé de mettre une réglementation favorable. Mais l'autre chose, c'est que la compagnie, peut-être, à un moment donné, va se tanner de tout ça puis va vouloir fermer ses opérations. Alors, la question qu'on doit se poser comme société, c'est est-ce qu'on est prête à ce que cette entreprise-là ferme ses opérations puis que finalement, le problème de réduction des matières toxiques soit réglé à la source, que nos industriels cessent de produire des matériaux toxiques dans leur procédure de fabrication. La nature du problème, c'est exactement ça. C'est pas de protéger des milieux humides, de protéger une tourbière ou de protéger ci ou ça, puisque le gouvernement fédéral, comme vous le savez, était dans ce secteur-là avec le plan Bouchard, puis qu'il y a déjà beaucoup de contamination dans ces sols-là. D'ailleurs, ils devront décontaminer avant de contaminer à nouveau. C'est quand même assez extraordinaire d'entendre des stupidités semblables, mais c'est ce qu'on fait face.
Ce que je veux que vous reteniez, c'est que le véritable débat, ce n'est pas celui que la mairesse fait valoir de protection des terres, puisqu'elle était prête à les vendre puis à les troquer pour de l'argent. Ce n'est pas le projet de loi 93, le véritable débat. Le véritable débat, c'est un débat de santé publique. C'est ça qu'on doit retenir. Que la santé publique, qui a voulu tout notre bien pendant la période qu'on a appelée la période de référence, la pandémie COVID-19, curieusement, n'apparaît pas dans ce dossier-là depuis les années 80. La santé des citoyens, leur santé mentale, parce que ça affecte la santé mentale aussi, puis leur santé physique n'est pas tenue en considération. Puis le ministère de l'Environnement, pas plus fin, lui, de son côté, ne préserve pas l'environnement. Donc, si on veut revenir à des valeurs sûres, il faut analyser le débat dans son véritable contexte. Pas le contexte dans lequel Martine Ouellette l'analyse en disant « Ah, c'est donc épouvantable de mettre ça à 300 mètres des résidences, c'est donc épouvantable de mettre ça dans une tourbière, puis on pourrait le transporter ailleurs. » Non! Il faut se demander comment on peut arrêter ça pour préserver la santé publique. La Ville a fait des choix difficiles en décidant de permettre l'urbanisation résidentielle autour de l'usine. En permettant la construction résidentielle, c'est la Ville qui a fait son lit et maintenant, elle ne devrait plus accepter rien d'autre que la fermeture définitive de Stablex. C'était André Lafrance en ce 1er avril 2025.